C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD, bonjour, et Bruno Jeudi. Bonjour, bonjour Roselyne. Alors, François Fillon est la cible numéro 1 de tout le monde. Sa réforme sur la sécurité sociale fait du bruit. Du coup, il s'amende un peu, mais il reste flou. Et il retire la proposition de son site internet. Donc, on peut se poser des questions. Et puis, deuxième personnalité, on verra que Bernard Cazeneuve devient la personnalité préférée des Français dans un sondage IFOP. Dans le dernier baromètre, il détrône Juppé, qui est mort au combat, donc dans le match des primaires. Et François Fillon s'écroule. Donc, on en parle tout de suite. Et on commence par François Fillon. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, dans le fond, d'avoir un homme politique qui se rend compte qu'il a promis des choses un peu compliquées et qui fait une sorte de reculade en disant « bon, il faut que je discute », ou un homme politique qui a promis des choses et qui s'accroche à sa promesse contre vents et marées? Bon, je pense qu'il faut d'abord revenir à l'origine de cette affaire. C'est l'entre-deux-tours de la primaire et c'est Alain Juppé qui relève dans le programme de François Fillon cette affaire sur la sécurité sociale. Et François Fillon, à mon avis, dans un propos mal ajusté, peut-être un peu trop gourmand ou porté par l'euphorie de son énorme score du premier tour, il a juste mal son propos, il calibre mal, ça concernera les maladies graves, dit-il. Oui, il y avait même rhume, l'histoire de rhume, grave rhume. Et puis derrière, évidemment, la gauche, le Front National, tout le monde s'engouffre dans la brèche ouverte par Alain Juppé. Moi, je crois qu'à l'arrivée, effectivement, sans doute que la proposition était mal ficelée, mais sur le fond, c'est quand même un débat qui mérite d'être posé. Au fond, les présidentielles, ça sert à ça aussi. Ça sert à soulever toutes les questions, et notamment la question centrale de la sécurité sociale, de son financement. Donc, je ne sais pas si François Fillon a raison. Je ne suis pas assez qualifié pour vous dire est-ce qu'il a été sur sa proposition. Mais ce qui est certain, c'est que les présidentielles, ça sert aussi à poser toutes les questions, y compris la question centrale du financement de la Sécu. C'est vrai que les Français y sont très attachés et sans doute François Fillon a touché un tabou. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'en plus, la sécurité sociale, bon, même si Marisol Touraine, la ministre de la Santé, gonfle un peu son bilan en disant que la Sécu est à l'équilibre, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Il reste encore quelques Effectivement, le bilan est un peu moins rose. Oui, mais ma question est, dans le fond, est-ce qu'on peut imaginer que François Fillon change aussi de braquet, du coup, sur les 500 000 fonctionnaires en moins? C'est toute la question. Vous aviez raison de souligner que finalement, c'est une passe d'armes qui a été engagée par Alain Juppé dans l'entre-deux tours. Mais on l'a dit suffisamment ici, les passes d'armes engagées dans l'entre-deux tours des primaires, en général, poursuivent le candidat désigné pendant très longtemps pendant la campagne et s'il est élu au pouvoir. Ça a été le cas pendant 5 ans avec François Hollande. Ça pourrait bien être le cas si d'aventure Fillon est désigné. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on mène une campagne de primaire, eh bien, on radicalise forcément un petit peu le propos. Ça a été le cas sur les questions sociétales et sur les questions, on va dire, économiques et sociales, et notamment budgétaires. Et évidemment, une fois qu'on est désigné, on n'est plus dans la même configuration, on n'est plus dans la même compétition, on n'a plus à s'adresser non plus seulement aux seuls électeurs de droite, mais à l'ensemble des Français. Et là, forcément, un projet assez radical, et là je ne parle pas seulement de la sécurité sociale, mais de l'ensemble des propositions de réduction du déficit budgétaire, d'économie... c'est devenu l'homme à abattre. Alors, attendez, non, juste... donc là, le problème pour... Je crois qu'il y a un petit problème de micro, un petit problème avec votre micro, David. Donc, je suis désolée, il faut que je passe la parole, parce qu'on vous entend mal. Donc, on va essayer de régler... Je suis désolée de régler ce petit problème. Mais il est devenu l'homme à abattre. En fait, la vérité, c'est que François Fillon, depuis le lendemain du second tour de cette primaire, depuis sa victoire écrasante, qui a surpris tout le monde, y compris désarçonner la gauche, désarçonner le Front National, il est devenu l'homme à abattre. Oui. Et on voit bien que François Fillon va devoir régler, peut-être amender un peu son projet. Je ne suis pas certain, moi, qu'il l'amende tant que ça, contrairement à ce que tout le monde dit, parce qu'il a quand même été élu sur cette promesse d'être l'homme qui dit la vérité et d'être l'homme qui, au fond, accepte de poser tous les maux de la société. Oui. Bon, on verra, c'est risqué, mais de toute façon, François Fillon, il ne faut pas compter sur lui pour faire des promesses intenables. C'est pas le genre de la maison. Oui, enfin,
pardonnez-moi, mais l'homme qui dit la vérité, il commence déjà mal, puisqu'il a déjà escamoté une proposition de son programme. Ça fait quand même un peu mauvais genre. Et surtout, Bruno, vous savez bien qu'il cède aussi à la pression de sa propre majorité, puisqu'il y a eu plusieurs réunions du groupe au cours desquelles les députés des Républicains lui ont fait part finalement de leurs inquiétudes sur un projet où le curseur était quand même un petit peu placé un petit peu trop à les lendemains de primaire sont difficiles, David. Voilà, les lendemains de primaire sont toujours difficiles. Et attention au fameux trou d'air qui a frappé systématiquement les candidats au lendemain de la primaire. Il y a une forme d'euphorie, vous savez, on a une grosse dynamique. Et puis, pendant 2 mois, en attendant que les autres rentrent vraiment en campagne, c'est là que le bas blesse et que les questions se posent et qu'on vient à faire des ajustements sur le programme. Et c'est là qu'on va pinailler et venir le chercher sur des points. D'ailleurs, pour François Fillon, le lendemain de la primaire, c'est quand même des sondages qui sont... Alors, c'est partagé. Hein. Là, dans le baromètre IFOP Paris Match dont vous parliez, il perd 6 points. Alors, on peut voir les choses Fillon de deux manières. 6 points. Comment vous l'expliquez? Le verre à moitié vide, effectivement, il perd à gauche. Il perd d'abord, il perd 6 points. Il perd à gauche surtout, moins 9 points. Il perd au FN, moins 9 points. Il perd. Hein. Et là, c'est logique, si vous voulez, c'est l'homme à battre. En revanche, on peut voir le verre à moitié plein. Il gagne à droite, il consolide sa droite, il gagne des points à droite et il atteint un niveau de satisfaction de l'ordre de 85%, ce qui rappelle les grandes années de Sarkozy. Donc, au fond, pour François Fillon, il n'y a pas le feu à la baraque, mais quand même, il doit élargir aussi un peu, s'adresser à tous les Français, pas seulement aux Français qui sont venus à la primaire. C'est ça, à mon avis, son défi des prochaines semaines. Oui, passer du corps électoral de la primaire au corps électoral français en général, et donc passer des propositions ciblées pour ce corps électoral de la primaire aux propositions forcément plus larges et plus consensuelles. Mais précisément, ce qui a fait la force de François Fillon, c'était une forme de programme très musclé, hein, une forme de radicalité dans les propositions de réduction du déficit. Mélange de Thatcher et Schröder. Oui, on a beaucoup souligné Thatcher, on aurait même pu parler de Reagan et effectivement de Schröder, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, et les socialistes l'ont bien compris, hein, qui jouent aussi sur, qui n'ont plus grand-chose à vendre, à part cet argument-là, la destruction du modèle social, etc. Ils en font ça. D'ailleurs, on a bien vu que mais c'est quelque chose qui porte. Je ne crois pas que les Français soient disposés, on l'a vu avec la loi El Khomri, on en a beaucoup parlé ici, disposés à accepter un programme de réforme très dur, très radical. C'est sûr qu'il y a besoin effectivement d'une impulsion, mais je ne sais pas si dans l'opinion, un tel programme aussi musclé sera vraiment populaire. L'angle d'attaque de la gauche, il est celui-ci. Hein, c'est la casse. Oui, il n'y a que celui-là. On a entendu Cazeneuve hier, ce n'est pas un discours de politique générale qu'on a entendu, c'était un discours de campagne, non pas de Cazeneuve en tant que tel, hein, mais Cazeneuve hier, il était très politicien. Vous avez raison, il était très politicien. À part le premier quart d'heure, qui était, j'allais dire, son discours de politique générale aurait pu s'arrêter au bout d'un quart d'heure lorsqu'il a parlé de la menace terroriste, sécurité. Au fond, il est là pour ça, Cazeneuve, 150 jours, il assure la sécurité française. Après, il n'a fait que de la politique. Il a mis en pièces le bilan de François Fillon. On avait l'impression que c'était le directeur de la campagne du prochain candidat socialiste qui sortira de la primaire. Alors justement, les candidats socialistes, il y en a pléthore, et puis il y a un petit nouveau qui arrive. Un petit nouveau, on le connaît déjà pas mal. Hein. Sorti derrière des fagots, c'est comme dans les tragédies grecques, vous savez, celui qui sort de la boîte, et qui s'appelle Vincent Payon. Donc les Atrides, Roselyne. Les Atrides. Sauf que ça finit toujours très, très mal. Allez, on va trouver, lâchons-nous. Donc Hibernatus revient, et il est piloté par qui? Par Aubry. D'abord, il faut dire que il sort du placard, la candidature de Vincent Payon, qui effectivement sort du placard naphtaliné dans lequel il végétait depuis 3 ans. D'ailleurs, je souligne qu'il n'a, comme le souligne le Canard enchaîné, il n'a pas payé sa cotisation depuis 3 ans, ce qui est quand même une petite vacherie là, encore un camarade là. Petite vacherie, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas terrible. Vincent Payon, c'est une grande surprise, et je crois que c'est d'abord une surprise pour lui-même, parce qu'il y a 15 jours, personne n'imaginait qu'il soit candidat, pas lui non plus. Je crois que son nom a été évoqué dans la presse par les uns et les autres. Il y a eu des coups de fil. En réalité, vous savez, on parlait beaucoup du soutien de Martine Aubry. En réalité, Martine Aubry n'a jamais téléphoné à Vincent Payon, ne l'a jamais soutenu. D'ailleurs, elle a dit publiquement qu'elle ne le soutenait pas. Et donc, comme ça, sur un malentendu, il a décidé de se déclarer candidat, puisque tous ses amis de la même génération que lui, hein, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, vous savez, c'était la bande des anciens cadres du PS. Et il n'y a pas de raison, à ses yeux, pour que les autres se présentaient pas lui. C'est le tour des quinquas, il s'est dit gilet. Et puis c'est le tour des... Avant, on avait des crânes d'œufs dégarnis, maintenant, c'est 4 belles gueules. On peut... Alors écoutez, je ne sais pas, ça c'est une appréciation tout à fait personnelle. Ce qui est certain, c'est qu'en tous les cas, lui, c'est quand même le roi du match de l'impro. Parce que, franchement, il y a 8 jours, il n'avait pas décidé, il n'imaginait même pas qu'il serait candidat. Il va faire un programme, sans doute, entre Noël et Nouvel An. Mais bon, on peut au moins... C'est n'importe quoi, Roselyne.
Peut-être. En revanche, c'est un homme qui a de la culture. Oui, non. Non, le niveau va peut-être. C'est un des rares intellectuels. Effectivement, c'est incontestable du Parti socialiste. Mais vous savez qu'on l'appelait aussi Docteur Vincent et Mister Payon, parce que à côté de ce côté intellectuel, c'est un redoutable apparatchik qui est prêt à toutes les manœuvres d'appareil, qui peut être extrêmement féroce. On l'a vu lors de plusieurs affrontements avec, par exemple, Ségolène Royal ou Martine Aubry pendant la primaire. Donc, il a double face, Vincent Payon. Et puis, le fait qu'il soit un intellectuel, comme le disait Bruno, ne garantit pas un programme intéressant, un projet intéressant. Tout ceci n'est pas sérieux. C'est une candidature dégainée comme ça, in extremis, pour espérer faire pièce, 1 à Manuel Valls, 2 à Arnaud Montebourg et occuper un espace central au Parti socialiste. À l'évidence, ça ne fonctionnera pas. Et toute cette primaire, finalement, continue à se fragmenter à chaque fois. Pourquoi ne pas envisager une candidature de Marisol Touraine ou Najat Vallaud-Belkacem? Il n'y a pas de femme dans cette primaire. Là, pour le coup, pourquoi pas? Là, pour le coup, Najat Vallaud-Belkacem apporte son soutien à Manuel Valls, donc on imagine qu'elle ne sera pas candidate, tout comme Jean-Yves Le Drian apportera son soutien à Manuel Valls. Moi, j'ai l'impression quand même... mais c'est n'importe quoi, Bruno. Là... Non, mais moi, je suis d'accord, je l'ai dit dès le début. Mais j'ai l'impression quand même que peut-être que la bonne nouvelle, c'est que dans cette fin janvier, la primaire va peut-être un petit peu, j'allais dire, se professionnaliser. Je trouve que Benoît Hamon est un candidat qui paraît peut-être pour l'instant assez sérieux et qui pourrait créer... et d'ailleurs, il espère être le Fillon du Parti socialiste. Il faut toujours écouter Bruno Jeudi. Il y a toujours... c'est un peu la petite Delphes. Merci à vous tous. Merci et à très vite. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Cette semaine, le Paris des Arts pose ses caméras à Marseille et nous allons à la rencontre de celle qui règne sur le Théâtre National de la Criée, Masha Makeyev. On ira avec elle découvrir l'exposition Caféine au Mucem et puis à la fin de l'émission, une rencontre avec une jeune designer qui vient de remporter le Grand Prix de la Design Parade et qui est actuellement en résidence au CIRVA. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur france24.com. Bonjour à tous, il est 7h à Paris, vous êtes bien sur France 24. N'ayez plus peur de passer à l'acte. Tweet, like, fan. Faites des infidélités à votre télé. L'activité de la ville est fortement ralentie. Laissez-vous tenter par une autre dimension. Devenez encore plus accro à l'info avec France24.com et nos applications mobiles et tablettes. France 24, un regard connecté sur le monde.